Bonjour Damien Abad. Bonjour. Le gouvernement a présenté hier une partie de la réforme de l'assurance chômage, celle qui concerne à la fois une simplification et un renforcement du contrôle des chômeurs. Vous êtes d'accord avec ce mouvement ? D'accord sur le principe, d'accord sur la philosophie. Ensuite, on sait qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'effets de manche et on attend des résultats concrets. On a besoin de savoir ce que va être une offre raisonnable d'emploi. On a besoin surtout de comprendre que dans ce pays, il y a encore énormément de chômeurs et dans le même temps, il y a beaucoup de métiers qui ne trouvent pas, je dirais, de personnes en capacité de les exercer. Je pense à la métallurgie, je pense à la fonderie, je pense à beaucoup de métiers, notamment manuels. Et je crois qu'il y a une urgence à agir là-dessus. Alors cette semaine, eh bien, c'est chargé sur le plan social. Comment vous considérez le mouvement social au sein de la SNCF, puisque vous êtes d'accord avec la réforme proposée par le gouvernement ? Je soutiens le principe de cette réforme du statut des cheminots parce que c'est quelque chose que la droite a toujours porté, a toujours défendu au nom de la justice sociale et de l'équité entre les travailleurs. Ça, c'est pour le fond. Vous êtes d'accord aussi avec le principe des Je- ordonnances ? Non, après, il y a deux points sur lesquels nous sommes en désaccord. Le premier, c'est sur la forme, sur la question des ordonnances. Nous préférons le dialogue social et le dialogue parlementaire. Pourtant, Et vous allez force est les de constater- voter. Oui, mais parce que nous sommes des gens pragmatiques et nous voulons la transformation en profondeur du pays. Mais dans le même temps, nous regrettons ce passage en force et nous regrettons le fait que ce gouvernement considère en permanence le Parlement comme quelque chose qui ralentit l'action politique. Alors que le Parlement, il est là pour améliorer la qualité de la loi et pour avoir un débat public de fond. Et la deuxième faiblesse de ce projet de loi, aujourd'hui, de cette ordonnance, nous attendons les effets, c'est qu'il n'y a pas tous les sujets qui sont abordés. La question du régime spécial des retraites n'est pas abordée. La question de la dette est insuffisamment abordée. Et la question aussi des petites lignes ne peut pas être simplement renvoyée aux collectivités locales. Il doit y avoir aussi un engagement de l'État aménageur du territoire. Vous évoquez le point de vue du gouvernement sur le Parlement. Est-ce que vous êtes satisfait du rythme des réformes? C'est-à-dire qu'au cours des 7 prochaines semaines, en Conseil des ministres, il va y avoir 7 réformes. Donc véritablement, l'exécutif prend à bras-le-corps les réformes, quitte à ce que effectivement le Parlement doive suivre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a surtout beaucoup d'annonces et on voit un gouffre se créer entre les paroles et les actes. On l'a vu sur Parcoursup, sur la question de l'université, on le voit sur la projet de loi Asile-Immigration. À chaque fois, on a un effet de manche d'annonce très forte, il faut le reconnaître, et dans le même temps, ensuite, des mesures qui ne sont pas à la hauteur de cet effet d'annonce. Et donc sur chaque projet de loi, on voit bien qu'on s'arrête au milieu du gué et que donc finalement, c'est la transformation économique et sociale du pays qui s'arrête au milieu du gué. La politique du en même temps, elle a ses limites. Nous, à droite, on veut une réforme en profondeur, on veut lever des tabous, on veut lever des totems pour tout simplement retrouver le chemin de la croissance. Et vous estimez que le gouvernement doit à la fois prendre plus de temps pour la concertation, plus de temps pour la discussion au Parlement? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il existe le temps législatif programmé et que donc on peut tout à fait en une semaine, en 15 jours, avoir une discussion, un débat sur un projet de loi sans que cela ne retarde leur application. Le Parlement, moi je souhaite un Parlement fort. Un exécutif fort n'a pas à craindre un Parlement fort. Et la vérité, c'est qu'est-ce qu'on voit? Avec le recours massif aux ordonnances, avec la réforme des institutions qui vise à contourner encore une fois le Parlement et surtout à déraciner les députés, on voit finalement qu'on a le sentiment que l'exécutif craint le Parlement. Eh bien, je ne crois que le Parlement, il est là pour améliorer la loi. On n'est pas dans un conseil d'administration d'entreprise, on est là tout simplement pour dire les choses et pour faire ressentir ce que les gens attendent de nous sur le terrain. Vous allez aujourd'hui dans le Loiret soutenir votre candidat, Jean-Pierre Door, qui est arrivé largement en tête au premier tour de l'élection législative partielle dimanche dernier. En même temps, législative partielle, eh bien, il n'y a pas de... C'est les sortants, en fait, qui sont vers lesquels les Français votent, mais il n'y a pas véritablement de rupture par rapport au gouvernement. Ben, ce n'est pas ce que les chiffres nous disent et ce n'est pas ce que les résultats on constate. La réalité, c'est qu'on a un décrochage de la République en marche, à gauche comme à droite, avec les résultats en Haute-Garonne où les socialistes arrivent largement en tête, avec les résultats à Montargis dans le Loiret chez notre ami Jean-Pierre Door où nous arrivons massivement en tête. On l'a vu aussi dans le Val d'Oise également. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, il y a un recul de la République en marche sur les territoires. Parce que je crois que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qu'était l'enjeu de la fracture territoriale. Je pense que le gouvernement s'adresse qu'à une catégorie de la population. Il y a aujourd'hui une France des territoires ruraux, une France périurbaine, où il y a de la souffrance économique et sociale, et un sentiment de déclassement, et un sentiment d'abandon.
Et je crois que là, les résultats des élections partielles nous le montrent très clairement. Vous pensez que le gouvernement va tenir d'ailleurs à propos des territoires sur sa volonté de limiter la vitesse à 80 km/h, ce qui suscite un peu de grogne manifestement dans les territoires, comme vous dites? Oui, parce que voilà typiquement une mesure qui est prise d'en haut sans en mesurer les répercussions. On le sait, malheureusement, il y a trop de morts sur les routes. C'est essentiellement dû, on le sait, à la vitesse excessive, à des comportements addictifs au volant et aussi à l'état de notre réseau routier, de nos infrastructures. Et je le dis comme je pense que c'est une ineptie que de vouloir mettre toutes nos routes à 80 km/h. Ça a un coût faramineux pour les finances publiques. Ça touche d'abord les gens qui prennent leur voiture au quotidien dans les zones rurales. Et donc, c'est encore une mesure, je trouve, discriminante pour les territoires reculés. Et surtout, c'est une mesure qui n'est pas comprise par les Français, et à juste titre. Et donc, je crois que le gouvernement, là-dessus, doit se ressaisir. Moi, je souhaite en tout cas que d'ici à juillet, on puisse réévaluer cette question. Mais vous pensez, il y a des dissonances au sein du gouvernement, manifestement, sur cette mesure. Certains ministres, effectivement, la mettent en doute. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va tenir sur cette mesure? Mais pour nous, il ne s'agit pas de tenir. Ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre entende la colère des Français. Ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre entende le fait que cette mesure, c'est plus une mesure financière visant à remplir les caisses de l'État qu'une mesure de sécurité routière. Et d'ailleurs, si c'était le cas, une mesure de sécurité routière, on aurait des rapports transparents, on aurait la publication des résultats, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc sur les 80 km/h, je pense que c'est effectivement le combat de la France des territoires contre le combat d'une République hors sol. Et à nous, effectivement, de démontrer l'absurdité d'une telle mesure. Un mot encore sur les partiels. Donc, le Front National soutient votre candidat à Mayotte. Encore une fois, ça vient un petit peu troubler un parti républicain qui est en pleine recomposition, reconstruction. Oui, le jeu trouble du Front National révèle surtout sa faiblesse et l'incapacité de sa présidente à pouvoir incarner aujourd'hui un leadership. Mais je le dis très clairement, le Front National ne viendra pas se racheter une crédibilité sur le dos des Républicains. Il n'y aura aucune alliance, ni de près, ni de loin, avec ce parti dont nous ne partageons pas le système de valeurs. Le Front National vit des problèmes des Français. Nous voulons les résoudre et apporter des solutions. Et Mayotte est le symbole de cela. Nous n'avons pas besoin du Front National, nous n'avons pas besoin de Marine Le Pen dans ce combat-là comme dans tous les autres combats, parce que nous ne partageons pas toutes ces valeurs. Mais il vaut mieux perdre une élection sans le Front National que la gagner avec le Front National. Oui, et je pense surtout qu'on est en capacité de gagner sans le Front National, et vous le verrez à Mayotte dès dimanche. Deux questions très rapidement. Vous avez votre réunion de groupe. Aujourd'hui, vous allez examiner un rapport parlementaire très attendu, très sensible sur la politique familiale qui pourrait remettre en cause le quotient familial. Pour vous, il y a une ligne rouge là ? Oui, il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour une raison très simple, c'est que la politique familiale, c'est la politique qui marche en France. Alors ne faisons pas comme François Hollande, comme ce gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire démanteler une politique qui fonctionnait. Pour nous, très clairement, le quotient familial doit être préservé, l'universalité des allocations familiales également, parce que notre politique familiale repose sur ces piliers-là. Donc c'est un rapport parlementaire qui doit être enterré. Ça veut dire que vous y avez été associé via l'un de vos parlementaires. Oui, en tout cas, c'est un rapport parlementaire sur lequel les Républicains ne cautionnent pas un certain nombre de conclusions, et notamment celle sur la remise en cause du quotient familial. Mais il faut que le co-rapporteur, encore une fois, retire. LR se retire. Je crois qu'il faut qu'il se retire très clairement pour montrer que nous ne partageons pas la même vision de la politique familiale dans ce pays. Un dernier mot de bonne gestion, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Vous vendez votre siège, le QG de LR à Paris, rue de Vaugirard, et pourtant, vous y restez, on a du mal à comprendre. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous le vendons pour nous désendetter, parce qu'aujourd'hui, on doit me démontrer que ce que l'on fait à la tête d'un parti, on peut le faire à la tête d'un pays, sa valeur d'exemple. Et puis, dans le même temps, nous restons parce que nous ne sommes pas le Parti socialiste, parce que nous avons des convictions et parce que nous pensons qu'il nous faut un siège à la hauteur, je dirais, de nos ambitions. Et je crois que le choix qui a été fait par Laurent Wauquiez et Daniel Fasquelle est un choix judicieux qui permet à la fois de réduire la dette, mais en même temps de tenir la dragée haute d'un point de vue politique. Et donc d'envoyer un message politique à travers cet acte de gestion. Exactement, mais il y en aura beaucoup d'autres, notamment avec Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Merci, Damien Merci Abad. beaucoup.